Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce cinquième webinaire. On est ravis de vous accueillir virtuellement pour cette nouvelle session. Aujourd'hui, nous traiterons du handball, un outil citoyen en QPV ZRR. Avant de laisser la parole à Marie-Christine Diojou pour les propos introductifs, on voulait simplement vous préciser la façon dont on allait fonctionner durant cette heure ensemble. Alors, l'ensemble des micros sont fermés, seulement les intervenants peuvent les activer pour éviter les bruits parasites qui peuvent un petit peu gêner la fluidité des échanges. Vous avez un chat à votre disposition dans l'onglet Converser où vous pouvez poser vos différentes questions à l'ensemble des intervenants avec Mathilde Delors, Hugo Gier et moi-même, Simon Renouf, nous ferons la modération pour les poser aux différents intervenants pendant les espaces prévus à cet effet. Et enfin, cette session sera enregistrée comme l'ensemble des webinaires et masterclass. Elle vous sera ensuite envoyée par mail et nous la mettrons à disposition sur l'espace dédié sur le site internet. Voilà. Je vais laisser la parole à Marie-Christine Diojou. On vous souhaite un très bon webinaire et n'hésitez pas à participer. Et merci d'avance à l'ensemble des intervenants pour leur témoignage. Bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir pour ce webinaire. Vous ne me voyez pas car j'ai des problèmes de réseau. Je souhaite avant tout remercier les intervenants qui se sont rendus disponibles pour partager leur expérience. Sylvie, présidente de comité, Eric, président de club, et Charles, qui est salarié dans un club. Je remercie également Barbara qui nous accompagne sur ce webinaire. C'est la documentaliste de la Fédération française de handball. Simon, que vous avez déjà entendu, puisqu'il a fait les propos introductifs. Nathalie, que vous voyez peut-être pas, mais qui relaiera les questions que vous pourrez poser grâce au chat. Et évidemment, je remercie Hugues qui m'accompagne sur ce dispositif depuis déjà quelques années. On travaille sur les clubs dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Cette particularité de ces clubs vont vous être exprimée. Tu as perdu Maki, je ne sais pas si tu es revenu parmi nous, ça a un petit peu coupé. Oui, Voilà, on t'a excusez-moi, retrouvé, pas de voilà, souci. je reviens. Donc, je voulais remercier Hugues, je ne sais pas si vous avez entendu, qui m'accompagne sur ce dispositif qu'on a mis en place sur les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Et je voudrais vous remercier, vous, tous les participants. Vous allez être au plus haut à peu près 75 personnes puisque vous vous êtes inscrits. J'espère que l'on répondra à vos questions. J'espère que vos questions nous permettront d'avancer sur ce dispositif et tout ce qu'on fait au service au club. Je vous remercie. Bon webinaire et à vous. Du coup, Hugues, si tu veux bien enchaîner sur la présentation du plan fédéral, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, l'idée de ce webinaire, c'est de laisser la parole aux acteurs de clubs et de comités, mais de vous présenter très succinctement le plan fédéral et ce qu'on met dedans. Ce plan fédéral, il poursuit deux objectifs: soutenir et valoriser les clubs qui sont actifs ou qui souhaitent s'investir en QPV ou en zone rurale, donc ZRR. Il faut savoir qu'on a un groupe national QPV ZRR qui est constitué depuis plus d'une année, dans lequel on trouve des référents de territoire. Il y a une relation assez forte entre la fédération, le pôle service au club et les territoires pour construire ensemble les projets, et notamment sur cette thématique. Et donc, on élabore un peu toutes les stratégies, tous les projets pour pouvoir ensuite les distiller auprès des clubs qui sont actifs ou qui souhaitent s'investir. On a fait un récent diagnostic et vous avez les chiffres à peu près des structures qui sont identifiées comme actives en QPV au sein de la fédération et celles qui sont actives en ZRR au sein aussi de la fédération. Ces objectifs, bon, alors ça, c'est nous, Hugues et Barbara, qui on a déjà été présentés pour le coup. Et voilà, ces objectifs se déclinent en quatre types d'actions que vous voyez ici. Un événement citoyen Génération de Ballissime, que je vous présenterai juste après. Un outil de déploiement de services citoyens, le service civique, dont je vous parlerai également après.
Un appel à projet qui permet de structurer, de valoriser, et qui travaille sur la mixité filles-garçons ou le travail envers les publics féminins éloignés de la pratique. Et enfin, un outil que vous présentera Barbara juste après moi, permettant l'information, vous donnant de l'actualité, des appels à projets, plein de choses qui sortent et qui peuvent vous servir dans votre quotidien de club. Voilà. Alors, pour vous décliner rapidement les 4 actions, Génération de Ballissime, c'est depuis 2 ans une invitation à des clubs qui sont choisis par les territoires et comme actifs en QPV et ZRR. Ils viennent avec 6 jeunes de 14 à 17 ans et on met en place un tournoi de hand à 4 et des ateliers citoyens. La dernière fois, ils devaient travailler sur comment recycler un ballon pour en faire un autre objet. C'est souvent des moments assez intéressants. On échange autour de la notion de citoyenneté avec ces jeunes. Ça donne beaucoup de relief à l'événement. Et on fait une petite soirée festive puisque bon, c'est de leur âge et puis c'est à la période d'Halloween. Je vous ai mis à chaque fois le site de la Fédé qui renvoie, et vous l'aurez donc dans la présentation, qui renvoie vers le descriptif plus précis de l'opération. Le service civique, peut-être que vous connaissez, puisque c'est un dispositif qu'on pilote, comme vous le voyez sur la petite infographie en bas, depuis 2014-2015. Juste, je vous rappelle les grands principes. Un engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans si c'est un jeune en situation de handicap. Aucune condition de diplôme demandée. Une indemnité de 580 € par mois pendant 6 à 12 mois. Nous, à la Fédération, on est plus sur des contrats de 7 mois. Un minimum de 24 heures de mission par semaine. Et puis, ce qui est important à noter, c'est que dans les 10 thématiques qu'on a dans notre agrément et que vous pouvez mobiliser en tant que structure affiliée à la fédération, il y a une thématique dédiée à la mise en place de projets, d'actions, de services par les jeunes dans les QPV et les ZRR. Donc, pareil, si vous voulez plus d'infos, il y a le site de l'Agence du service civique, il y a le site de la fédération. Voilà. Ensuite, je vous présente Ante pour elle et je laisserai la parole à Barbara sur la veille. Donc, Ante pour elle, c'est pareil, ça a 2-3 ans d'existence aujourd'hui. C'est un appel à projet qui est donc ouvert à toutes les structures affiliées et qui permet aux structures de proposer des actions, des projets qui facilitent l'accès à la pratique pour les jeunes filles et femmes éloignées de la pratique. On a, vous voyez un peu des chiffres de l'année dernière, 300 actions organisées, 52 lauréats territoriaux qui gagnent des bons formations, donc ça les aide à structurer leur club. C'est des formations pour les éducateurs, les bénévoles. Et donc, c'est un projet qui est soutenu et aidé par FDJ. Et donc, voilà, c'est beaucoup. On se rend compte que dans les clubs qui postulent, beaucoup sont soit en QPV, soit en ZRR. Donc, évidemment, c'est un outil qu'on utilise dans le cadre de ce plan fédéral. Voilà pour cette présentation. Je laisse la parole à Barbara pour vous présenter la veille citoyenneté. Ouais, merci beaucoup Hugues. Et du coup, on va laisser Barbara partager l'écran pour qu'elle puisse vous présenter la veille. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je partage donc tout de suite mon écran. Normalement, c'est bon. Voilà, donc la veille citoyenneté, qu'est-ce que c'est? C'est une newsletter mensuelle qui a été créée lors d'un regroupement citoyenneté qui s'est déroulé en novembre 2017. Du coup, il y avait des représentants de clubs et de territoires. Et le principe de cette veille, c'est qu'on a vraiment voulu la construire avec ces représentants qui nous ont dit quels étaient leurs besoins en termes d'actualité, d'infos, d'outils, etc. La volonté était vraiment de leur apporter quelque chose d'utile, de pratique, selon leurs besoins, ce qu'ils nous avaient dit, et pas ce qu'on pouvait supposer. Donc quelque chose de principalement axé sur les QPV et les ZRR. Et on voulait aussi ne pas surcharger d'infos. Donc c'est pour ça que c'est une veille qui est uniquement mensuelle et pas hebdomadaire, par exemple. Et on cible vraiment les informations qu'on y met. Donc on a dans la veille plusieurs types d'informations. On a des actualités, vous pouvez le voir ici. Pour cette veille-là, par exemple, on a une actualité, mais sachez que c'est très variable d'un mois à l'autre en fonction de ce qui sort. On va avoir également une catégorie ressources et outils. On va avoir par exemple un site internet qui permet de trouver facilement une subvention, des webinaires qui ont été enregistrés, qui peuvent être des ressources sur plein de thématiques. Ça peut être sur l'emploi, sur le service civique, plein de choses.
Les appels à projets, très important. Et après, on a également des bonnes pratiques où on essaye le plus possible de valoriser les projets des clubs de handball. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de mettre en avant et on essaye d'encourager les personnes qui reçoivent la veille à nous partager leurs projets qui ont un rapport avec évidemment les quartiers politiques de la ville ou les zones rurales. On a un petit document ici toujours disponible. Si quelqu'un veut de soi-même envoyer un projet, ce sera avec plaisir qu'on le partagera dans la veille. Voilà. Donc, en termes de thématiques, on va avoir tout ce qui concerne l'ancrage rural, la ruralité, la féminisation, la jeunesse, citoyenneté, mixité, enfin, toutes les thématiques habituelles. On va essayer d'avoir des choses assez pratiques aussi sur tout ce qui est gestion de club, des infos sur les partenariats également. C'est aussi à ça que nous servent parfois les bonnes pratiques, à valoriser certains types de partenariats. Sachez qu'on n'impose absolument cette veille à personne. Si vous voulez la recevoir, il n'y a aucun problème. Vous pouvez envoyer un mail à l'adresse service au club. Sachez également que vous pouvez la retrouver sur le site de la fédération, si jamais ça vous intéresse. Donc le lien d'ailleurs est dans le PowerPoint. Il y a un lien directement et de toute manière, si vous tapez FF Handball Veille Citoyenneté, vous tombez dessus directement sur Internet. Voilà, donc sachez qu'actuellement, il y a à peu près 450 destinataires. Ça a beaucoup évolué depuis le tout début de la veille. On était à une trentaine de personnes à peu près. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Sachez que vous pouvez consulter également l'antériorité de toutes les veilles. Voilà, je vous montre sur le site internet de la fédération. Vous avez l'adresse ici. On a donc fait les premiers envois en 2018. Donc évidemment, tout ce qui est actualité est plutôt périmé, mais par contre, tout ce qui est ressources pratiques, bonnes pratiques, etc., tous ces échanges-là sont toujours valables et vraiment très intéressants. Donc je vous encourage à aller voir. Voilà, et si jamais sur ce projet, vous le recevez et que vous avez des retours à nous faire, sachez également qu'il y a toujours aussi un lien dans la veille directement vers notre mail pour venir nous faire nos remarques, donner votre avis. C'est ce qui nous permet de l'améliorer, donc vraiment, n'hésitez pas. Parfait, merci beaucoup Barbara. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, on aura un temps dédié. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire via l'adresse serviceauclub@ffhandball.net pour recevoir la veille construite par Barbara et Hugues avec Maki. Voilà, merci beaucoup Barbara. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc on va pouvoir passer au premier témoignage, celui d'Éric, donc président du club de Béziers, pour qu'il puisse nous présenter un petit peu sa structure, son ancrage et puis les différentes actions qui sont mises en place au sein du club. Voilà. Merci Eric et nous t'écoutons. Merci à toi Simon et bonjour à tous. Effectivement, je suis Eric Méjean, donc président de l'ASC Béziers Handball depuis 2014. J'interviens aussi dans différentes commissions de la Ligue Occitanie de handball. Alors, le club que je préside a doublé son effectif ces dernières années pour atteindre aujourd'hui 410-420 licenciés par saison. Et ce développement s'est construit autour d'un certain nombre de valeurs fortes, comme la mixité. Quand je parle de mixité, il faut bien la comprendre comme une mixité de classe, de genre et de culture. C'est comme ça qu'on l'a défini dans notre projet associatif. J'insiste sur ce point essentiel de l'identité de notre club, parce que nous sommes un club cheminot d'une part, avec toutes les valeurs que cela induit, mais ça nous a aussi surtout amené à nous implanter très tôt dans les quartiers prioritaires et nous intéresser précocement à la problématique des QPV. Un petit mot d'ailleurs sur la ville de Béziers, puisqu'un club est toujours l'émanation d'un territoire et un acteur de la société locale dans laquelle il évolue. Alors Béziers, pour ceux qui ne connaissent pas la ville, est une sous-préfecture de presque 80 000 habitants, 110 000 habitants à l'échelle de l'agglomération, qui figure dans sa catégorie de ville moyenne sur le podium des villes les plus pauvres à l'échelle nationale, à l'échelle de la France. Donc très concrètement, c'est une ville qui a un tissu économique qui est dégradé et un tissu social qui est marqué par une grande précarité. Le tissu urbain, de la même façon, lui est éclaté avec des QPV qui occupent une emprise spatiale extrêmement importante et ça fait une des spécificités de cette ville-là, avec d'une part des QPV, j'allais dire, pardon pour cet abus de langage, mais un peu classique qu'on va retrouver en périphérie, le quartier de la Devèze par exemple, dont tout le monde a peut-être entendu parler, mais il y a aussi à Béziers des QPV de centre-ville en voie de grande paupérisation. Nous vivons donc dans un territoire qui est très fragile
et dans lequel, me semble-t-il, nous semble-t-il à l'échelle du club, et bien justement un club de handball a un rôle sociétal à assumer en développant une mission, ou peut-être plus simplement une action éducative et sociale en direction des publics les plus fragiles qui sont éloignés de la pratique sportive. Alors, cet aspect est tout à fait central dans le projet associatif du club de handball de Béziers, avec un volet social justement qui est très ambitieux. Et je vous lis les termes parce que je les ai ressortis pour être précis, avec un objectif qui vise à créer les conditions du jouer ensemble en dépassant les barrières sociales, culturelles, mentales ou physiques. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans la problématique qui nous intéresse ce soir? D'abord, nous sommes très très présents dans l'équipe PV de Béziers, à travers, assez classiquement, je dirais, différentes conventions qui nous lient au collège REP et REP+, de la ville. Alors, pour vous donner là aussi un élément de diagnostic, il y a 6 établissements publics, 6 collèges publics à Béziers, et 4 d'entre eux sont classifiés REP ou REP+. Donc on intervient dans ce cadre-là. Mais ce qui retient mon attention aujourd'hui, et ça sera un petit peu le cœur de mon exposé, c'est que nous participons à un projet un petit peu plus original, en collaboration avec les services de la ville de Béziers, qui a développé depuis 2016 une plateforme multisport qui se déploie pendant chaque période de vacances scolaires dans les différents QPV de la ville, dans les 5 QPV de la ville. Alors très précisément, les séances hebdomadaires sont proposées chaque après-midi pendant les vacances intermédiaires et pendant les grandes vacances estivales. D'ailleurs, pour tout vous dire, le programme, la campagne 2020 commence demain. Ces activités sont localisées au cœur des quartiers sensibles, sur les city-stades que la ville a aménagé, est en train de rénover, ou en tout cas de développer aussi. En clair, c'est le club qui se déplace et qui va au contact de ces jeunes. Les activités que nous proposons sont fondées sur une co-intervention. La co-intervention de 2 clubs sportifs. On essaie toujours d'associer dans le programme de cette intervention un sport collectif, donc forcément le handball ici en particulier, et un sport individuel, avec l'idée de diversifier l'offre de pratique sportive et de ne pas lasser, je dirais, les publics qui nous sont confrontés. Puisqu'on parle du public, c'est justement, et ça fait aussi, je crois, la particularité de cette action-là, c'est un public non captif, donc qui va et vient pendant la séance, ce qui nous impose une très grande flexibilité, une capacité à s'adapter très très importante. Mais ce public non captif est aussi très divers, alors garçons et filles bien entendu, hein, mais avec des âges qui peuvent aller de tout petit de 5 ans jusqu'à des presque adultes de 17 ans. Mais la particularité de ce public-là, et c'est ce qui a justifié la mise en place de cette plateforme multisport, c'est que beaucoup de ces jeunes passent en dessous des radars des services sociaux ou des programmes éducatifs municipaux pendant les vacances scolaires. Donc, la plateforme a d'abord vocation, si vous voulez, à les prendre en charge. Et je crois justement que dans ce cadre-là, le handball, par les valeurs qu'il porte, qu'il incarne, est le moyen d'objectifs beaucoup plus ambitieux, qui dépassent largement le cadre de la pratique sportive ou de la découverte d'un sport. À travers les séances qui sont proposées, et c'est, je crois, le cœur de notre travail, j'ai presque dit notre philosophie, le handball devient le levier d'une éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble. Des choses simples, hein, je ne vais pas être pompeux, mais pour que chacun comprenne, c'est ce qu'on essaie d'inculquer aux gamins qu'on rencontre, l'acceptation de la règle, le respect de l'autre, l'engagement au sein d'un collectif. Ce sont des messages qui sont induits par les activités que nous mettons en place et que les gamins reçoivent toujours très positivement. Les séances qu'on propose sont aussi le moyen de renouer le dialogue, hein, avec ces publics un peu fragiles, avec des jeunes qui sont parfois exposés. C'est un des éléments du diagnostic territorial qui a justifié la mise en place de cette plateforme. Les gamins sont quelquefois exposés à la délinquance dans ces quartiers-là. C'est aussi un travail de prévention que nous faisons par le sport, et tout ça réalisé en main dans la main avec les équipes de la médiation de la ville de Béziers. On est véritablement dans l'idée de prendre en charge globalement le jeune que nous rencontrons. La pratique sportive est un des éléments d'un projet beaucoup plus global qui, vous l'avez compris, est à la fois sportif, éducatif et social. Alors, ce qui transparaît, enfin je l'espère, dans ce simple témoignage, et là je vais à l'essentiel, hein, je fais court, c'est que vous avez compris que je suis très attaché, nous sommes très attachés au sein du club de handball de Béziers, au rôle sociétal du militant associatif, à l'action sociale et éducative que doit assumer pleinement un club de handball en allant au contact des publics les plus fragiles. Alors,
Attention, c'est quelque chose, un travail qui est long, qui est difficile, mais qui est extrêmement intéressant. Hop là, excusez-moi. Tac, voilà, j'avais juste un téléphone qui sonnait. Donc, un travail qui est long et difficile, mais qui, croyez-moi, est ponctué régulièrement par de petits moments de grâce. Je retiens une petite anecdote parmi tant d'autres. À l'été 2018, la ville de Béziers avait vu arriver un nombre important de familles syriennes, de réfugiés syriens qui fuyaient la crise proche et moyen-orientale. Et ces petits Syriens, on a été au contact de ce public-là dans notre programme multisport. On les a découverts au début du mois de juillet. Et on a rencontré des gamins qui, indiscutablement, avaient été profondément marqués par cette violence barbare et meurtrière qu'ils avaient subie. Ils ont sûrement vu des choses terribles et ça se ressentait dans nos séances. Je crois qu'il n'y a pas justement une de ces séances qui ne s'est pas terminée en bagarre, en course-poursuite. Pendant tout cet été-là, pendant tout cet été 2018, on n'a pas lâché prise. On a fait ce travail éducatif, d'éducation par le sport, et progressivement, les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, accepter la règle, accepter l'autorité, ne pas se faire justice soi-même, respecter son adversaire, ont été inculquées progressivement et j'ai encore le sourire en y pensant. J'ai vu évoluer ces jeunes Syriens, ces petits Syriens, ils avaient 6, 7, 8 ans, pas plus, de ce visage grave marqué par la violence de la guerre au mois de juillet, un visage beaucoup plus souriant où on venait simplement prendre du plaisir en jouant au hand, en faisant du sport, en se retrouvant ensemble. Alors, c'était dur, mais croyez-moi, tout ça, rien que pour ces images-là, ça en vaut la peine. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage authentique. On va, si tu souhaites bien, passer aux questions. On a pour l'instant peu de questions sur le chat, mais nous, on en a de notre côté. Connaître un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées, également les leviers pour vous implanter dans cette QPV. Voilà, un peu la façon dont vous avez dû concrètement vous organiser pour réussir à mettre en place vos actions. Alors très concrètement, ce qui nous a facilité les choses, c'est cette mission municipale. Un diagnostic territorial avait été mené par les services de la ville en collaboration avec les services de l'État et le cadre de travail nous était offert. Alors il est évident que sur les premières séances, sur la première année, on arrive dans un quartier où on est peu connu. Le handball n'est pas forcément non plus un club, une pratique sportive qui fait partie de la culture des jeunes que nous avons rencontrés. Il a fallu donc développer toute une politique de séduction. Alors, il faut être très humble dans ces moments-là. D'abord, bien avoir en tête que ce qu'on va proposer à ces jeunes est très loin de la pratique académique du handball qu'on connaît tous dans le gymnase avec nos entraînements. L'idée, c'est d'entrer en quelque sorte dans ces quartiers par le jeu, par quelque chose d'extrêmement ludique. On est sur des petits tournois, on est sur des règles extrêmement simplifiées. On n'hésite pas non plus à utiliser le foot, parce que le foot, au contraire, lui, est tout à fait dominant, comme une porte d'entrée dans la pratique sportive. Et à un moment, après un quart d'heure, 20 minutes, quand effectivement on a un petit peu joué au foot, hop, on attrape le ballon et on joue au hand. Et petit à petit, on entre dans le paysage mental des gamins et on est reconnu. Et maintenant, je dois l'avouer, c'est beaucoup plus facile quand on débarque sur un city-stade, ici ou là dans la ville. Eh bien, les gamins savent qu'on va faire du hand et ils sont toujours très demandeurs. Voilà. On a une seconde question, notamment sur la structuration du club, savoir si vous avez des salariés, notamment sur l'encadrement, et puis les bénévoles aussi qui agissent sur ce projet. Tout à fait. Alors, j'entends déjà mes amis de l'Occitanie rigoler sous cap. On est un club un peu particulier. J'ai cité tout à l'heure le chiffre des licenciés, 410, 420. Parmi les valeurs auxquelles nous sommes très, très attachés, il y a aussi celle du bénévolat. On n'a pas de salariés, nous n'avons que des bénévoles, une armée de bénévoles, que je salue d'ailleurs aujourd'hui publiquement, qui nous permet de faire fonctionner le club du début à la fin de la saison sportive. Spécifiquement sur ces actions QPV, il y a un moyen qu'on utilise, 2 services civiques, dont la feuille de route, la fiche de mission est très centrée sur la prise en charge de ces publics faciles, pour leur permettre d'accéder, ces publics difficiles, pour leur permettre d'accéder à la pratique sportive. Et j'ajoute que dans l'animation de ces séances, on est toujours sur une co-animation issue du club de hand. C'est-à-dire qu'on met toujours un entraîneur confirmé à côté du service civique
que je considère comme étant en formation. Alors pourquoi je parle d'un entraîneur confirmé? Parce que ce n'est pas une mission facile et c'est surtout pas une mission secondaire qu'on peut traiter par-dessus la jambe. Bien au contraire, je crois que ces publics-là méritent les compétences les plus importantes et ce sont souvent nos entraîneurs les plus chevronnés qui interviennent, alors en fonction de leur disponibilité, sur les créneaux de ces séances. Alors, pour vous dire comment se fait l'articulation entre le bénévolat que j'évoquais et ces séances, l'été par exemple, en juillet-août, elles sont positionnées de 17h, 17h30 à 20h, 20h30, ce qui permet à nos entraîneurs, après leur journée de travail, de venir en fonction de leurs possibilités. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Une autre question, alors un peu plus sur les perspectives du projet que tu nous présentes là. Voilà, quelles sont les fenêtres de développement, votre ambition également sur ces actions demain? Alors, très précisément, il faut réussir à pérenniser, me semble-t-il, ce type d'action. Alors, avec, du point de vue du club, pardon, je vais être assez prosaïque ici, deux intérêts immédiats. Le premier, c'est qu'on a accès à un public et donc à un nombre potentiel de licenciés qu'on retrouve ensuite dans les collèges REP et REP+, avec lesquels nous avons des conventions. C'est-à-dire que ces séances des vacances intermédiaires, des vacances scolaires, sont des portes d'entrée dans la pratique hand qui sont ensuite relayées par les actions que nous proposons dans les établissements scolaires. Et c'est vrai que le taux de passage de ces jeunes des séances estivales jusqu'à une pratique classique commence en tout cas à être sensible et très intéressant. Deuxième élément très important, me semble-t-il, je le disais, c'est le projet associatif, le volet social qui est le nôtre, insiste véritablement sur le rôle sociétal du club de hand. Et donc, c'est une mission à laquelle, de façon très militante, nous nous attelons. Alors, très précisément également, même si là, il n'y a aucune démarche qui va dans ce sens-là de notre part, c'est un moyen d'être reconnu par la municipalité. Il est clair que la ville de Béziers voit le travail que nous faisons et ça nous permet voilà, un rayonnement plus important à l'échelle de ce territoire-là, c'est clair. Merci Eric. On a alors un petit retour sur le chat, savoir si tu serais prêt à mettre à disposition le projet associatif. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le projet associatif du club, savoir si on peut également peut-être le mettre à disposition dans les éléments qui seront envoyés. Et une dernière question avant de passer au témoignage de Charles, savoir si vous avez un impact sur la licenciation en début de saison et travail avec municipalité et l'UCEP. Voilà. Alors, plusieurs choses, je n'ai pas entendu la fin de la question, mais je vais commencer par répondre. D'abord, sur la mise en commun d'un certain nombre de documents, il n'y a aucune difficulté. Tu m'indiqueras simplement comment faire, parce que je tiens à préciser à tout le monde, là aussi, cela rigole en Occitanie, que la fracture numérique m'encercle, je suis incapable de gérer les outils technologiques. C'est pour ça que j'ai choisi une présentation un petit peu à l'ancienne, on en discutait avec Hugues. Alors ensuite, c'est la fin de la question que je n'ai pas bien entendue, c'est-à-dire les relations avec la municipalité? Oui, c'était alors savoir si vous aviez un impact sur la licenciation en début de saison, sur la passerelle entre ces jeunes qui viennent dans vos activités et dans la structure, et le lien avec possiblement l'UCEP et la municipalité ensuite avec les écoles. Voilà. Tout à fait. Alors, on a commencé en 2016. Là, on va enchaîner donc sur la campagne 2020. C'est difficile d'établir quelque chose de précis sur un plan quantitatif. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a une vraie porosité en quelque sorte. En tout cas, on a du mal à faire la différence entre le public qu'on a strictement rencontré dans les QPV pendant l'été et ceux qui sont ensuite pris en charge dans le cadre de nos conventions des différents collèges REP et REP+. Mais si je prends le public dans sa globalité, c'est-à-dire le nombre de licenciés issus de ces collèges REP et REP+, j'allais presque dire que c'est exponentiel. Je ne sais pas si vous avez été attentif à ce que je vous ai dit au début de mon intervention, mais lorsque j'ai pris mes fonctions en 2014, le club de handball de Béziers, c'était 200 licenciés. On est à 420 aujourd'hui. Je ne vais pas dire que le doublement est uniquement lié à notre action sur les QPV, mais en tout cas, il a sa part, et une part qui est de plus en plus importante. Je le disais, on fait partie maintenant du paysage mental de ces jeunes. Le handball fait partie des activités qu'ils apprécient. On est encore loin du foot, je vous rassure. Mais n'empêche que c'est une alternative crédible. Et à partir du moment où on réussit, alors on parlait de passerelle tout à l'heure, à les attirer dans un gymnase avec des portes ouvertes, non contraignantes, ils viennent, ils jouent, ils s'entraînent, on réussit ensuite à les accrocher. Sur un plan financier, comme ce sont des publics fragiles, on garantit à ces jeunes-là, qui sont donc fléchés, la gratuité de la licence. On a une sorte de ligne budgétaire, une sorte de fonds social qui nous permet voilà, de le prendre en charge complètement. Et puisqu'on parle aussi de choses financières,
je tiens à le préciser, ce système a longtemps fonctionné grâce au CNDS, dans le cadre d'un projet territorial dédié. Depuis la dernière, l'ANS, de façon un peu plus modeste, mais continue à contribuer à son fonctionnement. Et puis, la ville de Béziers n'hésite pas non plus aussi, en plus du côté organisationnel, à apporter une aide matérielle et financière quand c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Eric. On a de nombreuses questions. On les note. On aura un temps également à la toute fin pour poser les questions. Elles seront enregistrées pour possiblement une FAQ comme on le fait. Donc, merci beaucoup, Eric, pour ce premier témoignage. Et donc, on va passer au témoignage de Charles sur le club de Mazan. Nous t'écoutons, Charles. Bonjour à tous, je m'appelle Charles Noël, salarié du club de Mazan. Le président du club de Val. Excusez-moi, juste une seconde. Oh, pardon. Je suis désolé. Donc voilà, je suis Charles et je suis chargé du développement sur le club de Mazan. Tac. Donc Mazan, c'est une petite ville du Vaucluse qui compte à peu près 6000 habitants, qui est pas tout à fait en fait en zone ZRR, mais qui est entourée de zones rurales. On se situe à 30 minutes d'Avignon, 4-5 minutes de Carpentras, qui est une ville de 27 000 habitants. Mais voilà, au nord, au sud et à l'est, c'est un environnement complètement rural. Donc nous, on a des interventions. Quand je parle d'intervention, je parle du domaine scolaire sur le public jeune. On intervient dans les écoles au niveau de Mazan, Carpentras et Baume de Venise. Et puis après, effectivement, sur les zones rurales, petits villages comme Mourmoiron, Blovac, Malocène, Sceaux. Donc voilà. Et donc on a un maillage là sur Mazan et tout autour de la petite ville de Mazan pour promouvoir la pratique du handball. Au niveau de la stratégie de développement, en fait, l'idée dans notre stratégie de développement, c'est qu'on est entouré, on est dans cette ruralité, et c'est que finalement, on intervient dans des quartiers, dans des villages, dans des zones ZRR, et puis des zones qui ne le sont pas. Mais pour nous, il n'y a pas de différenciation. Voilà. C'est-à-dire qu'on intervient dans ces villages de manière tout à fait normale, et c'est inclus dans notre stratégie, puisque il y a une volonté vraiment de notre part de proposer à notre niveau une égalité des chances dans la possibilité de pratiquer du hand, et puis du sport, et puis du hand en particulier. Donc on va sensibiliser le public dans son environnement, donc par des interventions en milieu scolaire et périscolaire, de manière régulière sur des cycles de travail. Et puis on va aussi sur des interventions ponctuelles sur les fêtes du sport, sur des actions qui sont menées par les établissements, les municipalités. Voilà. Alors on est plutôt sollicité à ce moment-là sur ces interventions ponctuelles, et c'est nous qui nous déplaçons. Une fois qu'on a fait cette sensibilisation dans l'environnement de ce public, on met en place ce qu'on appelle, nous, des situations passerelles. Situation passerelle, c'est une situation intermédiaire avant l'arrivée potentiellement en club, qui sont par exemple des stages multisports, qui peuvent être des portes ouvertes, qui peuvent être des actions, des tournois, où effectivement on invite tout ce public qui bénéficie de nos interventions tout au long de l'année à venir sans être dans le cadre de la licence de la pratique, puisqu'on pense qu'il y a cette étape intermédiaire avant que finalement la bascule en club ne se fasse. Les particularités des interventions en zone ZRR, c'est quoi? C'est être flexible pour s'adapter à plusieurs choses. C'est souvent
c'est souvent les conditions et c'est souvent les lieux de pratique. Voilà. Parce que effectivement, il y a tout un tas d'écoles ou d'établissements qui ne sont pas du tout adaptés à la pratique du handball. Moi, je n'ai pas d'anecdote en particulier, mais très régulièrement, on intervient dans des jardins où on n'a pas la place de mettre des cages mobiles et pour marquer un but, il faut tirer entre deux arbres, quoi. Voilà, on intervient dans des locaux comme celui qu'on voit en photo qui sont pas du tout adaptés, qui sont pas du tout prévus, qui sont pas du tout adaptés, qui sont pas prévus au départ pour faire du handball. Et puis, nous, on se met pas de limite par rapport à ça, et ça c'est important. Et puis, être flexible pour s'adapter au public. Alors bien souvent, il faut le dire, peut-être contrairement à ce que le public d'Eric par rapport au public d'Eric tout à l'heure dont on parlait, nous on a un public qui est souvent très content de nous voir parce que pour le coup ils n'ont pas l'occasion d'avoir beaucoup d'interventions d'intervenants extérieurs. Mais par contre, voilà, on a régulièrement dans certaines écoles des interventions avec une seule classe dans une école, une classe unique dans une école où on se retrouve avec 18 enfants répartis de CP à CM2. Et il faut prendre tout le monde, il faut faire l'intervention pour tout le monde en même temps. Et donc là aussi, c'est réfléchir un peu, s'y préparer, mais c'est pas se mettre de limites par rapport à ce qu'on peut faire. Effectivement, le travail il est complètement différent de ce qu'on peut faire en club. Mais voilà. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Eric qui l'évoquait, à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est important, c'est aussi d'être reconnu et finalement d'être reconnu par ce public-là. Quand on vient, ils savent qu'on passe un bon moment, une bonne séance et c'est aussi là que ça nous facilite les choses, cette reconnaissance. L'action de l'été, c'est les stages handball et multi-activités. Pourquoi nos stages, pourquoi je l'évoque? Parce qu'ils sont un petit peu différents par rapport à plusieurs aspects. Comme on est en race campagne, on profite d'un environnement naturel qui est assez exceptionnel. Voilà, on peut facilement faire des activités qui peuvent être diversifiées et en pleine nature, randonnée aquatique, VTT, randonnée. Alors nous, on est proche du Mont Ventoux, donc on peut profiter aussi de cet environnement. Ça nous permet aussi donc c'est vrai qu'on est régulièrement hors du gymnase et hors de la pratique handball. Ça nous permet aussi de créer une proximité avec la population, puisque pour le coup, on va avoir les adhérents au stage, les jeunes enfants qui viennent au stage. Pour le coup, ils viennent géographiquement, ils peuvent venir géographiquement de loin puisqu'ils n'ont rien à proximité. Les gens peuvent faire 30, 40 km pour que les gamins viennent au stage. Voilà, chose qui n'existe pas en zone urbaine, par exemple. Et puis aussi, par rapport à ça, s'il y a une démarche un petit peu culturelle pour nos adhérents, leur faire découvrir leur environnement, parce qu'on pourrait croire que puisqu'on est en zone rurale, eh bien, les gamins connaissent leur territoire. C'est pas forcément une réalité. Donc, on essaye aussi de transmettre un petit peu ça et puis de leur faire connaître l'environnement dans lequel ils sont. Résultats et perspectives, d'un point de vue quantitatif, depuis qu'on a mis vraiment cette stratégie en place, il y avait déjà des choses qui se passaient avant 2017, mais là, la volonté, c'est vraiment d'élargir notre dispositif. Effectivement, on a un nombre de licenciés qui augmente très fortement. Alors, pour la saison 2020-2021, c'est une projection, donc j'espère qu'on sera à peu près dans les clous. Voilà. Et puis d'un point de vue qualitatif, eh bien, toutes ces actions menées et cette non-différenciation dans ce qu'on propose par rapport au fait qu'on évolue, on intervienne dans ces zones ZRR, ça nous permet de rayonner auprès des institutions, du monde scolaire et du monde éducatif. Voilà, dans cette volonté de proposer la même chose voilà, au public qui se trouve en ZRR ou non. Merci beaucoup Charles pour toutes ces précisions. N'hésitez pas, il y aura un temps de questions après la présentation de Sylvie, un temps
pour poser les questions à Charles. Donc, n'hésitez pas sur le chat. Et merci beaucoup, Charles, pour tes propos. Et donc, on va laisser la parole à Sylvie, donc présidente du comité de l'Aveyron sur les différentes actions, notamment en ZRR. Bonjour à tout le monde, donc présidente de l'Aveyron depuis quelques années, avec quelques S. C'est pas moi qui ai la main sur le diaporama, donc diapo suivante s'il vous plaît, merci. Donc bienvenue en Aveyron. L'Aveyron, c'est au sud du Massif central, pas très loin de Béziers, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. On est, pour ce qui me concerne, de Millau, Béziers, c'est 1 heure, pas plus, comme quoi la géographie est parfois étonnante. La particularité de l'Aveyron, bah, c'est l'un des plus vastes départements de France, hein, quand même très grand, 280 000 habitants. Alors pour les amateurs de chiffres, 32 habitants au kilomètre carré, c'est pas beaucoup. Donc c'est très dispersé, très rural, avec une particularité, c'est que de fait, ben, les Aveyronnais sont habitués au déplacement. Pour aller, donc, vous voyez l'implantation des clubs, pour aller du nord au sud, ben, il faut 2 heures, de l'est à ouest, la même chose. Et puis pour rejoindre Toulouse et Montpellier, nos 2 grandes métropoles régionales, maintenant, ben, c'est aussi 2 heures. Donc c'est quand même une habitude qui est ancrée et qui, en zone rurale, nécessite donc de l'engagement familial. Et c'est là où les choses peuvent éventuellement se compliquer. Diapo suivante. Donc nous avons 10 clubs qui couvrent... On a des zones blanches, hein, bien évidemment, à peu près les 3/4 du département, 1800 licenciés, hors événementiel toujours. Hein. On a un public très jeune, puisque comme vous le voyez, on a 1000 licenciés de moins de 16 ans. Et le petit clin d'œil sympa, c'est qu'on est quand même à 40% de féminines, avec un handball féminin très, très vivace en Aveyron. Et bien évidemment, la particularité, je pense que c'est pour ça que les instances de la fédération ont fait appel à mes services, c'est que 9 clubs sur 10 sont en ZRR. Franchement, enfin, je l'ai mis dans le commentaire, c'est un sigle qui me heurte un peu les oreilles parce que c'est tellement beau, notre campagne à nous, hein, Larzac-Aubrac qui est la vallée de l'Aveyron. Enfin, je ne fais pas de la pub pour l'Aveyron, mais venez-y, vous verrez que c'est autre chose que du ZRR, comme on dit pompeusement. Mais la vraie réalité, c'est cela, c'est que la zone de ruralité est une zone dans laquelle il faut savoir être humble et s'adapter à tout. Et s'adapter à tout, j'en viens à cela, 2 clubs ont été issus de fusions d'anciens clubs et qui couvrent de fait un grand territoire intercommunautaire étonnant, puisque par exemple le club de Lévisou-Ségala Handball, voilà un nom un peu barbare s'il en est aussi, couvre de grands plateaux agricoles, le Ségala et le Lévisou, et il y a presque 1 heure de déplacement entre le nord et le sud de ce club. C'est énorme. Hein. On a quand même un niveau de jeu intéressant, puisqu'on a le club de Rodez qui évolue en National 2 masculine, avec un gros club hein, très structuré sur la préfecture. Et comme vous le voyez sur les chiffres, je ne vais pas vous accabler de chiffres, vous pouvez les lire, on a quand même des clubs conséquents qui sont pour les 2 plus importants derrière, Espagnon et Saint-Afrique, que vous ne devez pas connaître hein, sur le pourtour de la France, qui sont des toutes petites bourgades en fait, de moins de 10 000 habitants, mais qui ont quand même des clubs de près de 300 licenciés. Diapo suivante. Merci. Alors, je vais vous parler que des jeunes, même si on a des actions vis-à-vis des adultes. Je dis souvent que le cœur de l'activité du comité de l'Aveyron, c'est quand même la jeunesse, ne serait-ce que parce qu'il représente une bonne part de notre, je dirais, de notre clientèle. Hein, c'est un mot pompeux, mais c'est quand même l'essentiel de notre job. Et là-dedans, bon, on est conscient que cette zone rurale, donc toutes nos activités doivent intégrer cette particularité spécifique. Alors, j'ai essayé de simplifier nos activités pour que vous puissiez les traduire factuellement, à savoir qu'on a le développement, le cœur de pratique et la performance. Sur la partie développement, on a depuis peu hein, développé fortement le baby-hand sous format conventionnel avec les clubs. À savoir qu'on leur propose 2 types de prestations conventionnées. Soit on met à disposition un salarié du comité pour animer leur séance de baby-hand, soit on le met très ponctuellement pour aider le club à entrer dans la formation d'animateur baby-hand qui permet effectivement d'enclencher en tant que tel les activités du baby. C'est monté en puissance très rapidement, hein, en 2 années. C'est particulièrement intéressant. On peut le faire aussi parce que dans notre groupement d'employeurs, on a pu mettre à disposition 2 personnes qualifiées en baby-hand au nord du département et au sud du département.
ce qui nous facilite quand même grandement le présentiel auprès du baby hand. On a fait par ailleurs une activité très spécifique cette année avec le Noël du baby hand, où on a regroupé pas moins de 4 clubs qui ont amené leurs tout petits pour faire une activité baby hand à Noël, axée donc sur l'activité standard du baby hand, mais aussi sur un produit made in Aveyron, le jeu de loi du baby hand, qui permet d'associer les parents et les enfants en parallèle de l'activité sportive à un petit jeu de loi sous la forme de questions, donc un jeu de loi géant qu'on pose sur le sol du gymnase et qui permet aux parents et aux enfants de parler handball. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a une autre activité qui s'est lancée cette année, c'est la convention avec l'UCEP et la DSDEN, qu'on avait réussi enfin à mettre en place et qui était active depuis la rentrée 2019 et qui malheureusement a été suspendue avec la crise sanitaire que l'on a eue. C'est fort dommage parce que franchement, elle a démarré très très fort. On est intervenu dans une dizaine d'écoles. Alors le concept, c'est pas forcément de faire nous-mêmes, c'est soit de faire par le biais de personnes habilitées au sein des clubs vis-à-vis des écoles, mais surtout, c'est de travailler de concert avec les conseillers d'éducation. Ce qui nous permet donc de leur donner un certain nombre de clés liées à la formation handball. On leur donne donc des petits kits pédagogiques. On les aide aussi sur le format arbitrage, on les aide sur un certain nombre de points pédagogiques et ils s'approprient le sujet pour ensuite le décliner. Donc on est en pleine, on était en pleine montée en puissance sur ce sujet et on devait terminer, donc tout s'est arrêté au mois de mars, on devait terminer au mois de juin avec une action commune sur un challenge, et je vous en parlerai sur le cœur de pratique, en commun avec notre activité courante, où on aurait regroupé des équipes issues de nos activités scolaires avec nos équipes de club. Mais malheureusement, c'est tombé à l'eau. Voilà pour le volet développement. Pour le volet cœur de pratique, alors c'est un peu singulier, on est, comme vous l'avez vu, un grand département, je ne dis pas perdu au nord de la région Occitanie, mais avec une habitude de travailler depuis longtemps avec les départements autour de nous. Mais autour de nous qui peuvent être lointains. Ça va jusqu'au Tarn-et-Garonne. Donc 3 heures de route, pour simplifier un petit peu. Donc depuis longtemps, on a intégré ne serait-ce que nos voisins de la Lozère-Mende dans nos championnats interdépartementaux jeunes, puisqu'il faut savoir que sur la Lozère, il y a un seul club Mende qui dispose d'équipes jeunes. Donc on les a intégrés au championnat aveyronnais. Et on structure nos championnats avec le Lot, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, donc nous-mêmes, et l'équipe de Mende de la Lozère. Ce qui nous permet d'offrir un championnat un peu plus structuré à nos petits, moins de 11 et moins de 13, qui permet de jouer par niveau. Sinon, on serait à des niveaux, en termes de quantité d'équipes, trop faibles pour pouvoir proposer des oppositions conséquentes. Donc, dans le cœur de pratique, on travaille beaucoup en discussion avec les autres départements ruraux qui sont autour de nous pour fédérer nos forces. Parce que l'essentiel, je pense, du travail en zone rurale, c'est connaître nos faiblesses qui peuvent se transformer en force. Et je crois que c'est un peu cela. C'est-à-dire que cet éloignement, en fait, pour nous, il constitue presque une force pour trouver des solutions pour augmenter et faire participer nos jeunes à des niveaux de jeu plus importants. Et ensuite, il y a les challenges jeunes, bien évidemment, qui sont 2 rendez-vous en début de saison et en fin de saison, où on rassemble tous nos jeunes petits aveyronnais, moins de 11, moins de 13. Alors, en rentrée au mois de septembre, pour préfigurer en quelque sorte les niveaux de jeu sur les championnats à venir, on regroupe entre 350 et 400 jeunes chaque fois, en début de saison en gymnase et en fin de saison sous un format festif sur herbe. Donc, on pratique le handball sur herbe en fin de saison. Et ça permet de dynamiser, de se faire rencontrer ces clubs. Et pour le challenge sur herbe, on tourne sur le département. C'est jamais au même endroit. On essaye donc à chaque fois de trouver un lieu différent pour permettre donc à chaque club de s'approprier cet événement, d'en tirer les intérêts et les bénéfices, et à l'ensemble des autres équipes de connaître toutes les facettes du département. Donc ça, c'est notre cœur de pratique. Et bien évidemment, on ne peut pas parler du handball sans le volet performance, y compris dans nos zones rurales, c'est extrêmement important. Sur le volet des détections, donc, on a à cœur, et pour nous c'est un engagement moral fort, d'aller au contact de tous les licenciés de la tranche d'âge concernée. On a systématiquement des séances de détection
par secteur qui nous permet d'aller au plus proche des licenciés et de voir l'ensemble des jeunes de chacune des générations. Donc, on a des gens qui ne savent pas attraper, des enfants qui ne savent pas attraper un ballon, mais ce n'est pas grave. Ils participent à un moment ou à un autre à une journée de détection et ça leur fait au moins toucher ce qu'est le handball, un petit peu d'un autre niveau, une autre approche, un petit peu performantielle, même si c'est un peu pompeux, mais ça permet à tout à chacun d'avoir un contact donc de niveau de jeu élevé. Et puis notre fer de lance, après, au bout du bout, c'est les sections sportives. On a 2 sections sportives, une en collège sur une zone où on n'a pas de club, une zone blanche en quelque sorte, ce qui nous permet de faire parler handball chaque année entre 40 et 50 jeunes collégiens. Donc c'est très intéressant, qui après peuvent prendre des licences, mais c'est sur un secteur où on n'a pas de club et qui nous permet de nous positionner en tant que petit club à destination des collégiens. Et on a aussi, donc là, vraiment, c'est un petit peu notre pépite, hein, c'est la section du lycée Monteil à Rodez, qui est ouvert assez largement et qui permet là aussi, pour les jeunes qui n'ont pas pu accéder, et d'autant plus avec maintenant la refonte hein, de la performance au niveau national sur la réduction d'accessibilité au pôle, d'offrir donc un parcours très intéressant de sections sportives au niveau donc de l'Aveyron à de nombreux jeunes. Et nos sections refusent du monde, mais on n'est pas sectaire parce qu'on ouvre très largement, c'est-à-dire que non seulement on a des jeunes aveyronnais, mais on a aussi des jeunes du Lot, du Tarn, de la Lozère. On est très ouvert à l'ensemble du public rural de proximité autour de nous. Donc voilà pour l'ensemble des thèmes sur lesquels nous travaillons. Après, en transverse, c'est bien évidemment la communication. Alors ça, moi, je dois avouer que je n'étais pas du tout formée à tout cela. Et dans notre conseil d'administration, donc quelqu'un s'est emparé du sujet et a mis en place, et j'oublie bien évidemment l'exemple, mais il a sauté la diapo trop vite. C'était la diapo d'avant, la communication. Donc, merci. La communication, donc, on a une personne qui s'est appropriée du sujet et qui est une pro de Facebook, Instagram, machin, truc, YouTube, etc. Et c'est un vrai bon outil de communication, surtout en zone rurale, parce que les jeunes sont éloignés, ils n'ont pas forcément l'accès à un certain nombre de communications et d'échanges tels que certains jeunes peuvent l'avoir en ville. Donc, c'est un vrai bel outil qu'il ne faut pas hésiter, mais pour ça, il faut avoir la personne compétente. Et pour finir sur la communication au-delà, c'est la gouvernance. Le concept d'une zone rurale, c'est d'être à l'écoute. C'est-à-dire qu'on a tellement de clubs différents sur un territoire rural parfaitement éclaté qu'il faut surtout être à l'écoute. Donc, ce que l'on pratique au comité de l'Aveyron, c'est une gouvernance très partagée avec l'ensemble des clubs et on est preneur de toutes les bonnes idées. Et on échange et on discute tous ensemble sur ce qui peut nous permettre de faire progresser le handball en zone rurale. Et donc, notre pépite dernière, c'est la pépinière du handball aveyronnais. C'est nos plateaux moins de 9 et de 7. On y a cœur. C'est devenu un peu le produit phare. On a 8 dates et c'est une co-gestion de l'ensemble des clubs. C'est-à-dire que le comité ne donne que des dates et les clubs s'inscrivent sur telle ou telle date. Et c'est très intéressant parce que ça regroupe beaucoup de collectifs. Je crois que c'est pour ça qu'on a quand même une belle dynamique au niveau des jeunes en Aveyron, avec y compris, comme vous le voyez, un plateau qu'on estampille totalement féminin. Donc là, il y a obligation de n'avoir que des équipes féminines, ce qui nous permet de dynamiser. Et pour la dynamique, ce qui a marqué donner un coup de boost au handball en Aveyron, c'est la venue de l'équipe de France en juillet 2016, en préparation des JO. Dans la foulée, on a eu un apport de licenciés énorme chez les jeunes parce qu'on avait fait une journée spéciale, entraînement public, où on avait eu 1000 jeunes dans le gymnase lors de l'entraînement d'équipe de France, piloté par Claude Onesta. Et derrière, on avait eu un très, très gros apport de jeunes licenciés. Alors après, on s'est fait un petit peu grignoter par la Coupe du monde de football. Je pense que tout le monde en a un petit peu pâti. Mais je crois qu'il ne faut pas imaginer que dans nos zones rurales, on est éloigné de tout. Tout au contraire, on va chercher, on trouve, et du coup, les choses avancent collectivement. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sylvie, pour toutes ces précisions sur le territoire aveyronnais. On va passer à une petite série de questions donc pour Charles et Sylvie avant la synthèse. On avait une première question, Charles, savoir un petit peu
le nombre d'heures que vous aviez que vous avez fait pour mettre en place ce projet, les RH autour des stages, notamment si c'est des éducateurs BAFA et autres, un petit peu la structuration de ce projet et savoir si ces stages sont ouverts également aux non-licenciés. Le nombre d'heures, je pense qu'on doit y mettre approximativement 25 heures par semaine dans les interventions en milieu scolaire, périscolaire, etc., etc. Entre 20 et 25 heures. Voilà. On va tâcher d'y mettre même un petit peu plus de moyens pour la saison à venir. Voilà. Donc avec des éducateurs diplômés, soit BPGEPS, soit DE. Voilà. Pour répondre sur la question des stages, sur les stages, effectivement, c'est des stages qui sont ouverts aux non-licenciés et ça, c'est hyper important. Et plus nos interventions avancent, plus on a un pourcentage de non-licenciés élevé sur les stages et ce qui nous permet, à l'issue de cette semaine de stage, après de faire des bascules en club. Au niveau de l'encadrement, on est sur à peu près un groupe, on va dire, de 35 enfants. On va être sur 2 à 3 diplômés de club. Puis après, on va renforcer l'encadrement avec… alors, moi, je suis dans un club uniquement féminin. Après, on va renforcer l'encadrement avec des jeunes adolescentes, voilà, des moins de 15, des moins de 17 du club. Là, il y a une volonté qui est aussi de renforcer l'attachement au club et puis la notion d'appartenir au club et cette notion associative. Voilà. Une dernière question avant de passer aux questions pour Sylvie, juste sur ces stages, savoir s'ils sont payants. Quel est le prix du stage pour les jeunes qui souhaitent participer? Alors nous, on est à 55 € sur un stage du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est un stage payant, mais avec un tarif abordable pour les familles et les jeunes qui souhaitent… Oui, c'est un tarif abordable pour aller faire une randonnée VTT, pour aller faire une randonnée aquatique, pour aller à la piscine, etc. Ouais, c'est plutôt pas cher. D'accord. Merci beaucoup, Charles. Donc, des questions, Sylvie, sur votre territoire. On avait une première question sur la convention UCEP, sur les items qui étaient déclinés et savoir si vous faisiez une deuxième question, des licences événementielles et autres sur vos regroupements de jeunes, ou c'était que des licenciés de club. Alors, sur les regroupements détection, ce n'est pas ouvert à tous, c'est les licenciés. Par contre, tout ce qui concerne nos 2 challenges de début ou de fin de saison, bien évidemment, c'est ouvert en événementiel. On ouvre totalement sur ces 2 challenges. Sur le volet convention, c'est très particulier parce qu'on a… on pourra, si besoin, vous envoyer la convention qui décrit vraiment dans le détail ce que l'on a acté entre nous. On a donc différents modes d'action qui nous permettent d'avoir plusieurs facettes et ne pas limiter à une seule thématique. Donc, pas se limiter à une seule thématique d'intervention. On va par exemple former les conseillers, alors je perds toujours le nom, je ne suis pas une grande pro de ce sujet, les conseillers sportifs sont les CPC, non? Je crois que c'est un nom ainsi. Conseiller pédagogique de circonscription. Merci, voilà, c'est ça. Donc, ils se réunissent et donc on intervient au cours de ces réunions pour présenter donc le handball, présenter la méthodo, présenter souvent, c'est sous la forme du handball premier pas, le premier format. Et en plus, on a acheté un certain nombre de kits qui sont mis à disposition du CEP et nous-mêmes que nous allons porter en tant que de besoin dans les écoles qui souhaiteraient avoir une intervention. C'est vraiment multithématique. Moi, je peux tout à fait proposer que cette convention vous soit communiquée assez largement, elle n'a rien de secret, tout au contraire, et vous permettra donc de l'adapter parce que c'est quelque chose qu'on a mis quelques années à mettre au point et qui est adapté à la situation, je pense, du département de l'Aveyron et de ses particularités. Merci Sylvie pour le partage. On est tout à fait preneur et ça peut faire partie des documents ressources qui seront mis à disposition des participants. On a 2 fois la question pour avoir un peu plus de précision sur les plateaux moins de 9 ou moins de 7. Peut-être la façon dont vous vous organisez peut-être avec les clubs, la façon dont vous avez monté ce projet-là.
Alors, le projet, il y a quelques années, hein, parce que les plateaux en tant que tels, ce n'est pas une nouveauté. La structuration sous ce format-là, ça fait 3-4 ans qu'on nous l'avons mis en place. Donc, on a identifié dans notre calendrier général de championnat des dates sur lesquelles il y avait un petit peu de liberté par rapport aux autres catégories jeunes, ce qui permettait aux bénévoles, parce que c'est quand même une richesse rare, de prendre la main et d'accompagner les plus jeunes. Donc, on a calé dans notre calendrier sportif des dates. Donc, vous avez 8 dates sur lesquelles donc, les clubs sont informés dès le début de saison. Donc, on a un tableau en lien en OneDrive partagé et les clubs donc s'inscrivent. Donc, il y a un gestionnaire au sein du comité de ce dit tableau. Les clubs s'inscrivent, disent voilà, tel jour, moi, telle date, je prends. Par exemple, le club d'Espagnon, je prends telle date. Et je suis en capacité d'accueillir tant d'équipes. Donc, je suis en capacité d'accueillir 8, 10, 12, 15. Ça dépend effectivement de la structure dans laquelle ils accueillent ce plateau. Et les équipes s'inscrivent. Et au fur et à mesure, eux-mêmes, toujours dans le OneDrive. Donc, c'est de la cogestion. Nous, on est là uniquement pour mettre l'outil à disposition. Et les clubs s'inscrivent. Et à ma grande surprise, ça a vite très bien fonctionné, à savoir que tous les plateaux sont quasiment tous remplis correctement. On a même d'agréables surprises sur des structures qui peuvent proposer 15 équipes. Moi, je me suis dit, mais jamais on arrivera, mais on y est arrivé. Ça veut dire que ça marche très bien. Alors après, on peut mettre des spécificités moins de 7. Sur le plateau féminin, c'est le club de RDV, donc un des clubs dont je vous parlais qui s'est mutualisé en perfusion entre plusieurs clubs, Rignac Doudou Handballon, qui s'est donc proposé pour faire le tournoi 100% féminin, qui a très bien marché lui aussi. Donc, je crois qu'il faut aussi travailler dans cette mutualisation collective, c'est-à-dire que nous, on peut proposer on peut être facilitateur, donc mettre en place des outils, et derrière, les clubs, manifestement, s'y approprient. Donc, le club qui accueille gère le tournoi en totalité, il sépare avant ce nombre d'équipes qu'il a, donc il les organise, il organise lui-même. On lui donne aussi des petits outils pratico-pratiques sous Excel pour répartir ses équipes. Il n'y a pas de classement, parce qu'on n'est pas dans le championnat, on est dans un plateau, donc les enfants jouent. Et il n'y a pas de classement à la fin. Il y a forcément toujours le bon goûter à l'arrivée à la Véronaise. Merci Sylvie. Et on va clôturer avant la synthèse avec une dernière question pour Charles. Savoir si vous touchiez de la part du département des subventions sur le fait d'agir sur plusieurs villes et un petit peu le timing de vos stages, savoir si c'est en début ou fin d'été. Voilà, une dernière question à ce sujet, s'il te plaît. Alors, nous, le financement, on l'a en bonne partie par l'ANS, en fait. Finalement, on monte le dossier de subvention ANS et on est financé à travers ça. Voilà, mais moi, c'est un petit peu, ça finance pas toutes les heures qu'on y met, mais il y a une vraie volonté d'être acteur du territoire. Mais voilà, notre financement, on va à travers ça. Et puis, parfois, il y a une petite enveloppe qui se dégage de l'école et puis on en profite, mais c'est vraiment à la marge, quoi. Voilà. Au niveau des stages, ce qui était prévu pour cet été, c'est de faire 6 semaines de stage. Et au final, au vu de la situation sanitaire, on ne fera que la deuxième quinzaine d'août. Voilà. Je ne sais pas si on a eu raison. Voilà, on était un petit peu dans l'incertitude, je pense que. Donc, on a décidé de faire pour fin août cette année. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci Charles pour tes nombreuses précisions. On a noté toutes les questions. On tentera forcément d'y répondre, notamment avec la FAQ et les éléments qui vous seront transmis. Il y a une nombreuse question. On vous remercie. Et donc, on va laisser la parole pour clôturer à Maki Biojou. C'était bien. C'était passionnant. Merci aux intervenants. C'est des témoignages qui viennent du cœur, je crois, et les mots mis sur chaque instant résonnent encore. Moi, ce que je voulais dire, si on pouvait résumer ce que vous avez dit, être à l'écoute, que ce soit des clubs ou être à l'écoute du licencié d'aujourd'hui ou du licencié de demain, dans les zones rurales ou dans les quartiers prioritaires de la ville, fédérer les forces. Ça, c'est un mot fort, mais fédérer les forces, qu'elles soient les forces d'un club, les forces d'un comité, qu'elles soient bénévoles, que ce soit des salariés, fédérer les forces au service du handball. Merci pour tous ces témoignages.
Je crois que ça va donner de la force à notre handball. Et on voit bien que notre handball, comme le dit Charles, il peut se jouer entre deux arbres, il peut se jouer dehors, il peut se jouer dans une salle des fêtes. Nos handballs, ils s'adaptent à tous, à tout. Merci encore pour ces témoignages. Merci de votre participation. Vos questions sont nombreuses. On n'a pas pu toutes les poser aux intervenants, mais par la suite, on reviendra vers vous pour donner le projet du Club de Béziers, donner les conventions UCEP du Comité de l'Aveyron. Donc, merci à vous toutes et tous et bonne soirée. Merci à tous. Merci. Bonne